Voilà, la séance est suspendue. Vous venez de vivre en direct sur LCP la déclaration de politique générale d'Édouard Philippe, les réponses des groupes parlementaires et la réponse d'Édouard Philippe à l'instant qui vient de s'achever. Le vote va désormais se dérouler, le vote de confiance pour le Premier ministre. Et pendant ce vote, pendant ce dépouillement, on va bien sûr revenir largement sur cette déclaration de politique générale. Avec vous, Ludovic Faux, merci d'être avec nous, toujours éditorialiste à LCP. Fernand Tavares, également avec nous depuis 14 heures. Et on accueille sur ce plateau Anita Osser, éditorialiste politique à Atlantico. Merci d'être là. Et puis on retrouvera Valérie Brochard. Vous êtes toujours salle des 4 colonnes. Oui, merci d'être avec nous. Vous nous faites signe s'il y a du mouvement des députés qui arrivent à votre micro. Alors, on va évidemment revenir très largement sur ce qui vient de se dérouler dans l'hémicycle. Il y a beaucoup de choses à dire. Je vais vous poser une question difficile. En quelques mots, que retenez-vous du discours d'Édouard Philippe devant l'Assemblée nationale aujourd'hui? Ludovic. D'abord, en réponse à ceux qui s'inquiétaient finalement du télescopage possible entre le discours du président hier et celui du Premier ministre aujourd'hui, on s'aperçoit que Édouard Philippe a prononcé un discours très complémentaire et forcément très coordonné avec Emmanuel Macron. Le Premier ministre, il a en quelque sorte prononcé un discours de l'action après le discours de la méthode d'hier, et il a complété les trous laissés par Emmanuel Macron avec 40-50 points très précis sur le détail des réformes, le calendrier, parfois quelques flous, on y reviendra sans doute tout à l'heure. Voilà. Alors, si Emmanuel Macron c'est Jupiter, en quelque sorte, Édouard Philippe c'est Vulcain qui va être chargé de forger les réformes. D'accord, merci pour cette comparaison. Anita Osser. Complémentaire, mais encore incomplet. Parce qu'il y a beaucoup d'annonces assez générales, il y a beaucoup d'annonces de dépenses, alors que le gouvernement prépare des mesures d'économie drastiques. Et moi, je voudrais bien voir comment tout cela va être mis en musique. Parce que... à quelles dépenses pensez-vous, par exemple ? Le plan, la réforme de la justice qui va coûter beaucoup d'argent puisque on manque de magistrats, on manque de moyens. Les 15 000 places de prison qui ont été annoncées sous le gouvernement Valls, qui sont assumées. Il y a une réforme, l'augmentation de l'allocation vieillesse, le minima vieillesse, l'allocation handicapée. Le service national également pour les jeunes. Oui, bien les sûr, 2%, et les 2% du PIB pour la défense. Donc ça fait déjà pas mal d'argent. Fernand Tavares, on l'a vu, Édouard Philippe a promis également de revenir aux 3% du déficit Tout à fait, public. Mais alors, il a été clair et net dès le début. Alors ça a mis un coup sur la tête d'ailleurs dans l'hémicycle et peut-être à ceux qui l'ont entendu. Il a dit « la France est dans les cordes ». Autrement dit, on dépense plus que ce que l'on a en recettes. Donc il va falloir prendre des décisions. Ce qu'il a redit tout à l'heure en répondant aux députés et aux présidents de groupe, c'est qu'en tout état de cause, on n'augmentera pas les impôts, mais qu'on va réduire les dépenses dans chaque ministère. Eh bien justement, on va l'écouter, cet extrait du discours de politique générale d'Édouard Philippe. Il l'a dit, il va essayer en 2017 de réussir à réduire le déficit à 3% du PIB. Mon objectif est de ramener le déficit sous la barre des 3% dès 2017 et de conduire notre stratégie de finances publiques autour de 3 règles simples. Faire baisser la pression fiscale d'1 point de PIB sur 5 ans, faire baisser la dépense publique de 3 points de PIB sur la même période, agir en donnant de la visibilité aux acteurs. Je veux d'abord rassurer nos concitoyens, les contribuables ne seront pas la variable d'ajustement du budget. Au contraire, les prélèvements obligatoires baisseront de 20 milliards d'euros d'ici 2022. La France ne peut demeurer à la fois la championne de la dépense publique et la championne des impôts. Alors je rappelle que la Cour des comptes prévoit pour 2017 un déficit à 3,2%, donc il faut quand même réduire de 0,2%. C'est jouable, Ludovic Faux, en quelques mots? Alors, c'est jouable à condition de trouver des marges de manœuvre quelque part, parce que déjà, pendant la campagne présidentielle, il y avait eu des doutes finalement sur le chiffrage du projet d'Emmanuel Macron qui prévoyait 60 milliards d'économies, un plan d'investissement de 50 milliards, tout en réduisant les impôts de 20 milliards. S'ajoute effectivement l'audit de la Cour des comptes qui indique qu'on sort au train où va la France des clous budgétaires et de la fameuse barre des 3% de déficit du PIB. Donc il va falloir
vouloir trouver de nouvelles économies, ou renoncer à certaines promesses. On en dira peut-être un mot tout à l'heure, mais déjà, on a bien compris que la suppression de la taxe d'habitation pour 80% des ménages qui, d'après ce qu'on avait compris, devait commencer entre 2018 et 2020 et maintenant plutôt, on va l'entendre. en tout cas, prévu pour être mise en œuvre d'ici à la fin du quinquennat. C'est ce qu'a semblé dire Édouard Philippe. Ça, ce sont des réformes qui sont reportées, oui, mais sûr. ce ne sont pas des économies. Et ça complique d'autant plus l'équation. Il faut geler des investissements qui sont programmés. Moi, je ne suis pas économiste et je ne suis pas budgétaire, mais je pense qu'on se gratte un peu la tête du côté de la Commission des Finances quand même. Et sur la forme, le Premier ministre a plaidé. Il a eu une expression d'ailleurs qu'on entend avec quelques années derrière nous. Il a plaidé en quelque sorte pour, je cite, un courage tranquille. Ça me rappelle l'expression « la force tranquille » de François Mitterrand. On est dans un autre schéma, mais c'est un petit peu ça. Vous avez parlé tout à l'heure, Ludovic Faux, des mesures que le Premier ministre a annoncées. C'est un véritable catalogue. Il y a au moins 40 décisions qui ont été prises, 40 postes qui vont être examinés. Il va falloir assumer pendant 5 ans. On a bien senti que tout n'allait pas se faire la première année comme il l'aurait souhaité et qu'il va falloir donner là encore du temps au temps et impossible de réaliser les choses en quelques mois, ça c'est certain, en raison de la fameuse dépense budgétaire dont on parlait, de la situation du déficit. D'ailleurs, demain on en saura un peu plus à la Commission des Finances puisque Didier Migaud va revenir s'exprimer devant les députés. Alors justement, il a beaucoup parlé de rigueur budgétaire, équilibre de la sécurité sociale, équilibre des retraites, 3% donc de ce déficit. C'est ce que disait Fernand, Ludovic, c'est-à-dire c'est le courage tranquille. On promet des réformes très importantes avec le sourire, en essayant de faire passer ça pour autre chose que du sang et des larmes. Oui, c'est tout le discours finalement qu'Emmanuel Macron a tenu pendant la campagne, d'expliquer qu'il fallait des réformes pour remettre la France en marche. Alors on voit bien que la difficulté de ce point de vue-là, c'est que incontestablement certaines réformes seront plus compliquées à faire passer que d'autres, et notamment dans un premier temps la réforme du Code du travail, parce que l'idée d'Emmanuel Macron, c'est de marcher sur deux jambes, notamment concernant la réforme du marché du travail, avec d'un côté plus de liberté, de souplesse pour les entreprises, et de l'autre côté plus de sécurité pour les salariés. La difficulté, c'est que l'aspect sécurisation des parcours professionnels ne viendra que dans un deuxième temps, avec la réforme de l'assurance chômage, la réforme de la formation professionnelle, l'apprentissage. Et donc, oui, c'est pas du sang et des larmes dans la présentation, mais en même temps, ça ne veut pas dire que les réformes passeront facilement. Et ce sont peut-être les fonctionnaires qui vont devoir payer ce coup-là. On l'a entendu. Non, pour l'instant, il n'y a pas d'augmentation. En même temps, il ne veut pas s'enfermer au Parlement. On a bien compris qu'il allait y avoir une certaine décentralisation, puisqu'il a annoncé quand même une conférence des territoires, des assises pour l'outre-mer, les états généraux de l'alimentation. Bref, il n'oublie personne. Il y aura beaucoup de discussions, mais encore une fois, ça ne sera pas intramuros. On va aller plaider, on va essayer d'aller convaincre dans les régions et les départements. On va essayer de les convaincre de faire des économies. C'est ça qu'on va dire. Oui. Et on va écouter un autre extrait de ce discours de cette déclaration de politique générale d'Édouard Philippe. Il concerne le nouveau pacte que le Premier ministre souhaite entre l'État et les collectivités territoriales. Il concerne également la taxe d'habitation. Écoutez-le. Rétablir la confiance, c'est aussi affermir le lien entre l'État et les territoires. Nous ne sommes plus à l'époque où la République, encore mal affirmée, n'imaginait son unité qu'au prix de l'uniformité. Les jardins à la française ont leur charme, mais ils se prêtent assez peu au foisonnement d'initiatives dont le pays a besoin et auxquelles les collectivités sont prêtes. En matière de finances locales, nous engagerons avec les collectivités territoriales des discussions indispensables, car si chacun, bien sûr, doit contribuer à l'effort de redressement de nos comptes publics, cela doit se faire dans le dialogue et le respect et avec la prévisibilité nécessaire à toute bonne gestion. C'est dans ce cadre que nous engagerons la concertation sur la réforme de la taxe d'habitation, qui doit contribuer d'ici la fin du quinquennat à rendre du pouvoir d'achat à l'immense majorité de nos concitoyens. Anita Özer, voilà, cette taxe d'habitation qui est reportée, pas annulée mais reportée, ça fait partie du prix à payer, ça, par rapport aux objectifs de déficit public à tenir ? Oui, mais ce n'est pas une économie à proprement parler pour cette année, puisque la taxe d'habitation, elle est budgétée. Ce sera la taxe d'habitation de l'année prochaine, donc qui ne sera pas annulée pour 80% des ménages, comme cela avait été promis. Mais bon, c'est un report d'une réforme. Encore une fois, ce n'est pas le...
il faut du lourd, il faut du gras pour arriver à réaliser 3 milliards d'économies. Oui, on a bien compris. Alors, sur les économies à réaliser d'ici à la fin de l'année, il y a déjà, ça a été annoncé il y a quelques jours, le gel du point d'indice pour les fonctionnaires. Ça permet déjà de faire quelques économies. Ensuite, on a bien compris que c'est à nouveau le coup de rabot sur un certain nombre de ministères qui va fonctionner. Alors ça, ce ne sont pas des réformes structurelles, mais ça permet d'économiser quelques dizaines de millions par-ci et par-là. Alors, est-ce que ça suffira, ou est-ce qu'au bout du compte, on négociera finalement encore un petit délai auprès de l'Union européenne? Alors on l'a déjà fait 2 fois, donc ça devient compliqué, mais si ce délai est demandé en contrepartie de réformes importantes, notamment sur le marché du travail, ça peut peut-être passer. Et puis il faut bien voir, hein, et on le disait tout à l'heure avant le discours de politique générale, qu'effectivement il y a un peu une confusion entre les économies à faire cette année et celles qu'il faudra peut-être faire pour les années suivantes. Et là, Emmanuel Macron et Édouard Philippe instrumentalisent un petit peu l'audit de la Cour des comptes pour expliquer qu'on va faire les réformes qui avaient été promises, mais peut-être un peu moins vite que prévu, parce qu'en réalité, elles n'étaient pas financées. Et pour ceux qui sont sceptiques, le Premier ministre a indiqué que le contribuable ne devait pas être à la variable d'ajustement. Alors, avant de revenir, hein, bien sûr, sur les déclarations des groupes politiques, tout à l'heure, en réponse à cette déclaration de politique générale, un petit mot sur la forme. Comment vous l'avez trouvé, Édouard Philippe? Est-ce qu'il a réussi à imprimer sa marque, montrer qui il était, Fernand? Par rapport en tout cas à ce qu'a dit le président de la République hier à Versailles, le Premier ministre était devant une toute autre démarche. Il a imprimé son style avec l'accord du chef de l'État, bien évidemment. En tout cas, il a été très clair, il a été, je trouve, très pédagogue. Il a ratissé très large dans tous les domaines, l'éducation, la famille, la santé, l'agriculture. Il a même eu ce mot: il faut que le travail paye. Alors ça a dû plaire à Mélenchon, certainement. Donc Toutes les feuilles de route ministérielles ont été abordées, c'est ce que vous voulez dire. Et puis alors, on n'a oublié personne, à part peut-être les affaires étrangères. Il n'a pas eu un mot plus haut que l'autre. On sent que c'est un homme déterminé. Il écoute les uns et les autres, mais il veut avancer. En tout cas, il essaye de faire en sorte de ne pas démoraliser dans un premier temps sa propre majorité et au-delà tous ceux qui l'écoutent. Ça ne sera pas une mince affaire. C'est un homme qui se veut de dialogue. On l'a vu pour ce qui concerne les ordonnances. On va réécouter tous les syndicats, tous ceux qui forment le patronat. Donc personne ne sera oublié, mais à un moment donné, il faut prendre des décisions parce qu'il faut lutter tout de suite contre le chômage. Ludovic Faux, vous l'avez trouvé comment? Édouard Philippe, il a joué avec les armes qu'il a, c'est-à-dire qu'il sait qu'il n'est pas le véritable chef de la majorité. Hein. Il est un peu coincé entre Emmanuel Macron, le président de la République, et donc cette majorité très macroniste, hein, qui a en plus à sa tête un proche du président, Édouard Ferrand. Par ailleurs, il sait qu'il a assez peu de marge de manœuvre, Édouard Philippe. Donc, il s'est posé en quelque sorte en Premier ministre de mission qui va devoir mettre en œuvre les promesses et les engagements du président. Et c'est peut-être finalement en s'affichant comme ça en Premier ministre de mission qu'au fil du temps, il pourra gagner un petit peu d'autonomie et imposer une forme d'autorité peut-être sur cette majorité qui pour l'instant va évidemment le soutenir, mais ne lui appartient pas. Et soutient d'abord Emmanuel Macron. Anita Husser, un petit mot. Ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a eu beaucoup plus d'applaudissements que pour le président de la République. Il a été interrompu plusieurs fois. Bon, c'est pas un orateur extraordinaire, mais il n'a pas fait d'effet de manche. Il s'en est tenu à son texte. Il n'en est pas sorti. Et pourtant, il a été interrompu plusieurs fois par la majorité. Par l'opposition. On va y revenir. Excusez-moi. Place au direct. Tout de suite, on retrouve Valérie Brochard. Elle est avec un député à son micro. Qu'est-ce qu'il a pensé, Luc Carvounas, alors de ce discours? Eh bien, écoutez, Astrid, je vais lui demander tout de suite. Luc Carvounas, vous êtes donc député socialiste de la 9e circonscription du Val-de-Marne. Vous êtes abstenu. Pourquoi? Ah non, j'ai voté contre. J'ai voté contre, tel que je m'y étais engagé. Donc pas comme l'ensemble du groupe Nouvelle Gauche. On a eu un débat dans le groupe, nous sommes 31. Certains d'entre nous ont été très clairs sur l'engagement qu'ils avaient pris vis-à-vis de leurs électeurs. Moi, je tiens l'engagement pour lequel j'ai reçu un mandat.
Ça ne veut pas dire pour autant qu'il y a une dissension dans le groupe. Au contraire, moi je préfère un groupe de 31 députés qui s'écoutent, qui dialoguent et qui respectent le choix tout à chacun, parce qu'on sort d'une séquence où le par-jour était devenu la règle générale. On a bien vu les défections des uns et des autres vers La République En Marche. Moi je préfère ça au caporalisme du groupe de La République En Marche où tout le monde lève la main. Vous allez me dire que 308 députés pensent tous la même chose, évidemment. Donc aujourd'hui, je suis conforme à l'engagement que j'ai pris devant les Vitriol et les Alfortvillais. Je représente un député d'opposition, pour autant je ne suis pas un frondeur, mais je dois être clair vis-à-vis de ceux qui m'ont porté ici à l'Assemblée nationale. Et par rapport à ce que j'ai entendu de la part d'Édouard Philippe, je suis extrêmement inquiet. Augmentation de la CSG, gel du point d'indice pour les fonctionnaires sans compenser pour eux l'augmentation de la CSG, la taxe d'habitation qui est renvoyée au calendrier grec, on a bien compris. Par contre, les SF, ça, sur le patrimoine, pour les plus riches, il n'y a toujours pas de problème, on le met en œuvre. Écoutez, ce qui est en train de se mettre en place, c'est d'abord, le reniement des engagements du président de la République caché derrière le rapport de M. Migaud. Ça, c'était un joli coup de com' pour revenir sur tout ce qu'on avait prétendu faire. Et aujourd'hui, les classes moyennes et les classes populaires vont être percutées de plein fouet par la politique qui va être menée par Édouard Philippe, qui se revendique lui-même être de droite. Au moins, on sait à quoi se tenir. Eh bien, puisqu'il se revendique être de droite, il va falloir qu'il apprenne à compter avec des voix comme la mienne, qui sont des voix d'opposition. Des voix d'opposition, mais qui ne ressemblent pas à celles de l'ensemble de votre groupe. Du coup, vous êtes un dissident parmi votre groupe ? Je m'attendais, vous savez, on a eu ce débat-là, on s'y attendait. Écoutez, comme on voulait qu'il y ait des dissidences quand on est 31, en plus on se parle, on s'écoute. Encore une fois, moi je préfère la ligne politique qui est la nôtre, celle du respect face aux électeurs, de la parole donnée, que la ligne politique que j'arrive toujours pas à déceler entre M. Darmanin, M. Collomb, M. Le Maire, M. Édouard Philippe. On a un gouvernement qui représente toutes les tendances, c'est devenu l'auberge espagnole. Et de ce côté-ci, on nous dit qu'il n'y a pas de problème d'homogénéité ou de ligne politique commune. Si, et ça, on le verra bien, et ça se verra comme le nez au milieu de la figure. Aujourd'hui, les socialistes du groupe Nouvelle Gauche sont très clairs, ils sont dans l'opposition, comme l'a affirmé le Parti socialiste en Conseil national qui demandait de ne pas voter la confiance. Nous n'avons pas voté la confiance, une grande majorité a souhaité s'abstenir, d'autres comme moi s'étaient engagés clairement sur l'opposition, et j'ai voté contre ce discours de politique générale qui est un discours de droite. Merci beaucoup pour votre franchise. Merci, monsieur Carvounas. Merci à vous, Valérie Brochard. On vous retrouve bien sûr un petit peu plus tard. Alors, on le voit, Luc Carvounas donc n'a pas voté la confiance. D'autres dans son groupe l'ont voté. On aura peut-être Olivier Dussopt tout à l'heure au micro de Valérie. La Nouvelle Gauche, c'est l'auberge espagnole, il l'a dit lui-même. Anita. C'est pas vraiment l'auberge espagnole, mais c'est vrai que les socialistes sont ils sont encore socialistes, donc on peut parler de socialistes. Ils n'ont pas pris position ce matin. Ils avaient décidé d'attendre que le Premier ministre ait prononcé son discours pour savoir s'ils allaient adopter une attitude commune ou non. Bon, finalement, ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas, mais c'est pas surprenant, je veux dire. Le mot socialiste a disparu. Hein. Ils sont la Nouvelle Gauche. Alors, est-ce que la Nouvelle Gauche c'est toujours socialiste ou c'est autre chose? Je pense qu'ils sont toujours socialistes et qu'ils sont indécis. C'est la question qu'on peut se poser. Non, mais c'est toute la stratégie d'Emmanuel Macron qui porte ses fruits. Et on voit bien, c'est la fragmentation de l'opposition, qu'elle soit de gauche ou de droite. Effectivement, on comprend plus trop, alors sauf si on est très informé de qui vote quoi au sein de ce groupe Nouvelle Gauche. Mais il faut mettre ça en relation avec Benoît Hamon, qui annonce le week-end dernier qu'il quitte le Parti socialiste. Et puis en parallèle, à droite, on a la même chose. Alors Christian Jacob qui se retrouve à interpeller un Premier ministre dont il est maintenant opposant et qui était il y a quelque temps l'un de ses amis politiques. Donc voilà. On est dans la recomposition la plus totale. La plus totale. Chez les constructifs, ils n'ont pas tous voté la confiance non plus. Tout à fait. La plupart se sont abstenus. Oui. Alors justement, la question que j'avais envie de vous poser, c'est qui incarne l'opposition? On a vu pendant ces réponses des groupes politiques une sorte de bataille pour incarner le mieux l'opposition à Édouard Philippe. Qu'en avez-vous pensé, Fernand? Franchement, une opposition claire et nette, je ne la vois pas très bien, à part celle de Jean-Luc Mélenchon. Ça là-dessus, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Mais lorsqu'on regarde de près ce qui se passe, même chez les Républicains, tout à l'heure, on était aux 4 colonnes avant cette émission et on interrogeait les uns et les autres. Certains disaient... Non, on est dans l'opposition, mais dans un premier temps, nous, on a décidé de s'abstenir. On ne saura pas tout à l'heure qui, chez les Républicains, a voté contre exactement. Mais on sent qu'il y a une bienveillance dans ces groupes qui sont de groupes d'opposition, qui ne veulent pas tout de suite casser la baraque parce qu'on va leur reprocher. Ce dont les électeurs n'ont plus voulu. Ils ont retenu la leçon des électeurs. Voilà, ils ne veulent plus ni droite, ni gauche traditionnelle, ni de clivage. Ils ont retenu la leçon de leurs électeurs. Enfin, ce que leur ont dit leurs électeurs, on en a assez que vous opposiez sur tout. Donc là, il y a
je dirais pas une bienveillance, mais enfin au moins une vigilance. Et d'ailleurs, Christian Jacob l'a dit dans son discours, il a dit on sera là au moment où où l'intérêt national sera en jeu, c'est-à-dire sur les questions de sécurité. Et Édouard Philippe lui a répondu devant ses contradictions avec les ordonnances. Eh bien, pour rebondir sur ce que vous disiez, Anita Auxerre, je vous propose tout de suite d'écouter Christian Jacob. Il est intervenu tout à l'heure pour répondre à Édouard Philippe, et vous allez le voir, il est très virulent vis-à-vis de son ancien collègue député. Écoutez-le. Monsieur le Premier ministre, l'heure est venue pour moi de saluer votre nomination. Vous féliciter car je n'oublie pas que le jour qui précédait votre nomination, j'étais encore votre président de groupe. Alors, ces félicitations auraient certes été plus spontanées, plus vives, plus émues aussi, si vous n'aviez pas quitté votre famille politique dans ces conditions. Mais, autre temps, autre mœurs. Je voulais vous livrer cette vérité, Monsieur le Premier ministre, parce que cela restera pour moi une vraie blessure. J'espère, mais je ne me fais pas beaucoup d'illusions, qu'en vous regardant dans la glace, il vous arrive de songer à vos anciens collègues dont votre nomination a contribué à la perte. Vous avez été nommé pour assurer une majorité parlementaire au président de la République, peut-être même, les mauvaises langues le disent, pour casser la droite française. Nous sommes là, et bien là, fiers pour incarner une opposition républicaine, solide, libre et exigeante. Alors, c'est la droite qui se déchire en plein jour pendant un discours de politique générale. Oui, c'est un procès en trahison que Christian Jacob fait à Édouard Philippe. Alors on sent bien qu'il y a quelque chose de très personnel. Et c'est vrai une blessure, il dit le mot. Édouard Philippe, en acceptant d'être nommé à Matignon, a largement contribué finalement à la décomposition de sa famille politique. On sait que environ un quart des électeurs qui avaient voté François Fillon au premier tour de la présidentielle ont voté pour La République En Marche aux élections législatives au premier tour, et incontestablement la nomination d'Édouard Philippe y est pour quelque chose, tout comme la décomposition ou la scission en deux du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. Donc oui, Christian Jacob, il en veut à Édouard Philippe. Plus généralement, c'est un contre-discours de politique générale qu'il a fait, Christian Jacob, dans son intervention, et on sent bien qu'effectivement pour l'instant il y a une certaine prudence, mais que les Républicains sont déjà en embuscade et prêts à bondir sur le premier faux pas d'Emmanuel Macron et du gouvernement pour montrer qu'ils sont l'opposition à l'Assemblée nationale, puisque numériquement, en tout cas, c'est le cas. En premier opposant à Édouard Philippe, qui était son collègue il y a quelques mois. Ce que peut répondre Édouard Philippe, c'est que les Républicains se sont autodétruits avant la campagne pour les présidentielles, pendant la campagne pour les présidentielles. La désignation de l'ancien Premier ministre Fillon et les suites de cette affaire, je pense que là-dessus, ils n'ont pas su gérer. Et ce qui a fait la déliquescence et la décomposition du Parti républicain, eh bien, c'est effectivement la façon de conduire cette candidature Fillon envers et contre tous. Ça a été catastrophique. Donc là-dessus, le Premier ministre pourra répondre, écoutez, le constat il est là, vous êtes autodétruit, moi je suis là pour construire. Eh bien justement, ça tombe bien, on va tout de suite écouter la réponse d'Édouard Philippe à Christian Jacob. Écoutez bien. Les ordonnances ont toujours été assumées par la famille gaulliste comme un instrument utile de préparation de la norme, comme un instrument qui permettait d'accélérer la production de normes précises et utiles au pays. Et dans les positions exprimées par les membres de la famille politique dont M. Jacob, vous avez eu raison de souligner quelle était la mienne, dans les propositions formulées par un certain nombre de ces candidats, il y avait des recours aux ordonnances. Il y aura jusqu'au bout une discussion avec les organisations syndicales et patronales pour le contenu des ordonnances. Et cette discussion, M. Jacob feint de croire qu'il ne connaît pas le principe de la loi d'habilitation. Vous aurez une discussion, M. Jacob. Vous verrez, tout se passera très bien. Voilà, la droite qui s'entre-déchire dans l'enceinte de l'hémicycle. On va tout de suite retrouver Valérie Brochard. Valérie, vous êtes toujours salle des 4 colonnes et vous avez une invitée à votre micro. Absolument, je suis avec Emmanuel Ménard, donc député de la 6e circonscription de l'Hérault, soutenu, apparenté par le Front National. Emmanuel Ménard, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez voté là, à l'instant? J'ai voté contre. Pourquoi ? J'ai voté contre parce que même s'il y a quelques mesures qui me semblent aller dans le bon sens, comme
la protection des personnes handicapées ou les mesures concernant l'éducation qui sont, voilà, je pense qu'on on va dans la bonne direction. Il y a beaucoup d'autres mesures qui m'inquiètent, qui restent floues. J'ai entendu le Premier ministre parler de mesures pour protéger la famille, mais il est resté dans le vague, le congé maternité, pour favoriser l'égalité entre l'homme et la femme. Bon, je ne sais pas très bien de quoi il parle et ce qu'il entend par ces mesures. Est-ce que vous trouvez par ailleurs que ces mesures ne sont pas réalistes ? Ah non, j'ai pas dit que c'était pas réaliste, j'ai dit qu'on est resté dans le flou. Et que moi j'aurais aimé avoir justement, comme on nous a beaucoup dit que M. Macron hier donnait le cap et donnait les grandes directions et que le Premier ministre serait là aujourd'hui pour nous préciser les choses, je trouve qu'on est resté quand même beaucoup dans le flou. Par ailleurs, il y a d'autres mesures qui m'inquiètent beaucoup plus. Tout ce qui a trait justement à la réforme du territoire. Je vois d'un très très mauvais œil le pouvoir qu'on va enlever aux maires. J'ai l'impression qu'on va assister à la disparition des villages et la disparition des derniers pouvoirs qui restent au pouvoir communal, au maire. Ça, je pense que c'est vraiment une très mauvaise chose. Parce que petit à petit, idem d'ailleurs pour la diminution du nombre des députés, ça peut sembler très bien sur le papier, mais je pense que petit à petit, on va assister à en fait un effilochement du lien entre l'élu et le citoyen. Et pendant toute ma campagne électorale sur le terrain, vraiment, je me suis rendu compte que les citoyens avaient besoin de cette proximité avec leurs élus. Et là, on va aller de plus en plus vers une distance de plus en plus grande et un délitement de ce lien, voilà, qui me paraît vraiment pas une bonne chose. Merci beaucoup Emmanuelle Ménard, merci beaucoup. Et merci à vous Valérie Brochard, on vous retrouve bien sûr tout à l'heure. On va maintenant écouter un autre opposant, Jean-Luc Mélenchon, le président du groupe de la France Insoumise. Vous allez l'entendre, il se présente comme le seul groupe d'opposition à Édouard Philippe. Écoutez-le. Nous ne voterons pas le soutien au gouvernement, vous le saviez. Nous serons le seul groupe dont aucun des membres ne votera ce soutien, je veux le souligner. Mais nous ne voulons pas être seulement votre opposition. Nous nous présentons comme l'alternative au monde que vous représentez. Fernand Tavares, vous avez écouté Jean-Luc Mélenchon. C'est vrai qu'il y a certains du groupe communiste qui devraient peut-être s'abstenir. Il veut, encore une fois, voilà, s'imposer comme le seul opposant à Emmanuel Macron, à Édouard Philippe. Et puis, il a cité encore une fois ce que tout le monde sait. Nous sommes ici, nous, la France insoumise, par la volonté du peuple. Il n'a pas ajouté, nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. Tout de même pas. Mais on a bien compris que ça serait une opposition claire et nette, ferme, presque définitive, qui ne laisserait rien passer, même si le Premier ministre dit « Mais attendez, vous participerez au dialogue sur les ordonnances, les syndicats, vous-même. » Alors on va voir ce que ça va donner, mais ça n'est pas dans son schéma. Ludovic, il joue autre chose, Jean-Luc Mélenchon, non Oui, il joue le leadership à gauche, le leadership de l'opposition de gauche et dans son rôle d'opposant tribunicien, c'est un très bon tribun, Jean-Luc Mélenchon, évidemment, dans l'hémicycle, il a des mots qui claquent, hein, et il a un avantage par rapport de ce point de vue-là dans le match des extrêmes, hein, par rapport au Front National, c'est qu'il a un groupe et donc il peut s'exprimer à la tribune, il a un temps de parole, ce qui n'est pas le cas de Marine Le Pen. Donc voilà, il y a à la fois les mots de Jean-Luc Mélenchon et puis il y a aussi le côté un peu théâtral, hein. On se souvient de l'absence de cravate la semaine dernière. Aujourd'hui, les députés de la France Insoumise étaient venus avec le code du travail dans l'hémicycle. Exactement, on l'a vu sur les images. Quand Édouard Philippe... Il s'est attiré la lumière. Il n'a pas débordé de son temps de parole, c'est un événement. Contrairement à d'autres. Mais il joue également... Il s'est attiré la lumière. Il joue également la rue, Anita Hauser, on l'a entendu. Quand il n'a pas la parole dans l'hémicycle ou quand il ne veut pas être présent dans l'hémicycle, il joue la rue. Bon, hier, il a organisé un mini-meeting place de la République avec un discours un peu... Et il prédit le sol se dérobera bientôt sous vos pieds, a-t-il dit. Il prédit l'apocalypse sous les matins. Il prédit la rue au mois de septembre, c'est ça qu'il est en train de dire. Ça, en quelque sorte, c'est une réponse peut-être plus à Emmanuel Macron qu'à Édouard Philippe hier, parce que souvenez-vous, Emmanuel Macron hier avait dénoncé les oppositions stériles, le déni de réalité, etc. Ce qui, de la part du président, était une façon peut-être un peu rapide de balayer la contestation de sa politique en expliquant que lui détenait la vérité, alors que les autres se trompaient. Mais quand il dénonçait l'opposition stérile, il parlait des absents.
Non, c'est un moment où il dénonce aussi le déni de réalité sur les déficits, sur le marché du travail et un certain nombre d'autres réformes. Il est en train de tester la force de son opposition, ce qu'il représente exactement. Alors évidemment, ça n'est plus la campagne pour les présidentielles où il réunissait des milliers de personnes. On l'a vu hier, comme le disait Anita Hausser, place de la République. Bon, il a eu quelques soutiens, mais enfin... 2000 personnes quand même. Oui, mais enfin, bon, ça ne représente pas grand-chose par rapport à ce qu'il a connu pendant la présidentielle. On a entendu pendant ces 3h30 d'intervention politique une pointe de nostalgie. Je ne sais pas si vous l'avez senti. En tout cas, vous allez peut-être l'entendre dans cet extrait d'Olivier Faure. C'est le président du groupe Nouvelle Gauche. Écoutez-le, il revient, il salue bien sûr ces nouveaux députés, mais il revient également sur l'ancien monde. Écoutez-le. Monsieur le Premier ministre, quelle sera donc votre marque ? La République en marche se veut ambidextre. Elle a surtout pour l'instant été ambiguë. Vous voulez transformer l'école, nous aussi. Mais à la lumière de vos premières annonces, le progrès pour tous sera-t-il au rendez-vous ? Il est permis d'en douter quand montent les inquiétudes sur le dédoublement des CP, non sur le principe, mais sur les modalités dans une dangereuse improvisation. Pourquoi donc n'avez-vous pas commencé par évaluer avant d'évoluer? C'est pourtant ce que nous avons cru comprendre hier de la méthode voulue par le président de la République, qui ne peut être une communication sans lendemain. Ludovic Faux, Olivier Faure, il n'y a pas d'ambiguïté, il est dans l'opposition. Oui, il dénonce la posture d'Emmanuel Macron qui, selon lui, à force d'être et de gauche et de droite, en fait, finit par n'être ni de gauche ni de gauche. Et il dénonce, Olivier Faure, une forme de nouvelle pensée unique, voilà, qui n'est pas, selon lui, le compromis. Alors, on voit bien que s'il veut montrer et démontrer que Nouvelle Gauche est dans l'opposition, c'est parce qu'en réalité, son groupe est assez divisé et que la position majoritaire de consensus que les députés du Parti socialiste ont finalement été capables de trouver, c'est l'abstention, avec quelques députés qui voteront pour, quelques députés qui voteront contre. Et donc on comptera ça tout à l'heure. On voit bien que face au rouleau compresseur de la République en marche, ça va être difficile quand même, au moins dans un premier temps, aussi bien pour les Républicains que pour la Nouvelle Gauche d'exister. Et de ce point de vue-là, on évoquait tout à l'heure les applaudissements qui ont salué plusieurs fois ponctué le discours d'Édouard Philippe. Et on sent bien qu'autant hier, il y avait sans doute une volonté de sobriété pour le discours d'Emmanuel Macron, alors qu'aujourd'hui, il y avait une volonté de la part de cette majorité de montrer qu'ils étaient bien derrière ce Premier ministre. Moi, je trouvais que Olivier Faure était un homme pratiquement en souffrance. Quand il parlait tout à l'heure, il devait avoir en tête tout son groupe majoritaire il y a encore que quelques semaines. Ils étaient il y a 5 ans. Il a travaillé avec Jean-Marc Ayrault, Premier ministre, puis avec Manuel Valls, Premier ministre, certes. Il y a eu la période des frondeurs qui a duré quand même assez longtemps. Mais là, on sent quand même qu'il souffre de ne pas pouvoir participer réellement à un gouvernement. Alors, il est dans une certaine opposition, mais une opposition très curieuse, puisqu'un certain nombre de membres de son groupe disent « mais non, on ne va pas voter contre systématiquement. Dans un premier temps, on va peut-être, entre guillemets, donner une chance. Donc nous aussi, une partie de notre groupe, nous allons nous abstenir. Les socialistes sont de grands blessés et je crois que l'état du PS... ils en subissent les conséquences. C'est encore plus grave que l'état du groupe Nouvelle Gauche. Ils vont avoir un long temps de convalescence. Et puis, on l'a vu, c'est la première fois que les députés étaient non pas rangés par ordre alphabétique, placés par ordre alphabétique, mais par groupe. Et c'est vrai que cette majorité, entre les députés de la République En Marche et les députés du MoDem, c'est impressionnant. On sent le nombre, Anita. C'est très massif, oui. Justement, ils sont avec l'aile droite et l'aile gauche. C'est impressionnant. Sont isolées, ces ailes droite et gauche. Elles n'existent quasiment plus. Oui, en même temps, elles ne sont pas ridicules, quand même. Non, mais c'est vrai que ça donne une impression, effectivement, de nombre, d'autant plus qu'en fait, on n'a pas aujourd'hui une opposition, mais des oppositions qui sont complètement éclatées. Et donc, il est sûr que quand les plus de 300 députés de la République En Marche et les plus de 40 députés du MoDem applaudissent ou se lèvent ensemble pour saluer les propos du Premier ministre, ça fait tout de suite un effet de nombre, et qu'on a l'impression, effectivement, que sur les ailes, les oppositions sont un peu réduites à la portion congrue. Moi, ce que j'ai senti, c'est que cette majorité était très regonflée par les annonces du Premier ministre.
Ce qui fait que quand ils vont rentrer dans leur circonscription, là, le week-end prochain, ils vont avoir du grain à moudre. Et lorsqu'ils vont rencontrer leurs électeurs, ils vont pouvoir reprendre point par point ce qui a été dit. Alors maintenant, est-ce qu'ils auront suffisamment d'arguments pour convaincre les uns et les autres? Oui, Ludovic. Avec peut-être déjà malgré tout les premières difficultés pour ces députés qui vont rentrer dans leur circonscription et retrouver leurs électeurs, c'est qu'on le disait tout à l'heure, on a eu l'impression dans ce discours que la suppression de la taxe d'habitation allait être reportée plutôt à la fin du quinquennat. C'est annoncé. N'aurait pas lieu, ne commencerait 2019. pas dès l'année prochaine comme on avait cru le comprendre pendant la campagne présidentielle. En revanche, ce qui va bien avoir lieu, c'est notamment la hausse de la CSG. Et donc, certains électeurs qui pensaient s'y retrouver finalement dans leur compte risquent l'année prochaine de payer plus d'impôts. C'est surtout les retraités. Il est 18h50. Le vote est en train de s'achever à l'Assemblée nationale. Le dépouillement également. Fernand Tavares, quelques mots justement sur ce qu'il va se passer dans les prochaines minutes. Donc, les députés ont voté. François de Rugy va annoncer le vote de confiance, le scrutin. Sans aucune surprise. Alors, ce qu'il va falloir observer, c'est le nombre de voix obtenues pour la confiance. En gros, comme le disait Ludovic, si on additionne 308 plus 4, on est à près de 350. Donc, 350. Si on additionne La République En Marche et le Modem. Voilà, là, ça ferait le plein. Alors maintenant, si on a plus de 350, ça veut dire qu'une partie, par exemple, des contestataires républicains sont allés voter la confiance, qu'une autre partie des républicains qui sont restés dans leur groupe, donc qui ne sont pas dans les constructifs, ont peut-être voté la confiance, ça sera plus rare. Je crois que là, de ce côté-là, ça sera davantage de l'abstention. L'abstention, c'est quand même une demi-bénédiction. Annie Tauza, vous partagez ? Oui, mais je pense qu'il y aura plus de votes favorables du côté des non-inscrits. Je vous arrête un instant parce que François de Rugy vient de rejoindre l'hémicycle. On va voir s'il annonce le vote. La séance est reprise. Voici le résultat du scrutin. Nombre de votants 566. Suffrages exprimés 437. Majorité absolue 219. Pour 370. Contre 67. L'Assemblée nationale a approuvé la déclaration de politique générale du gouvernement. Monsieur le Premier ministre, vous avez demandé la parole. Merci, Monsieur le Président. Un mot rapide pour remercier l'ensemble de ceux qui ont voté cette confiance, pour remercier les présidents des deux groupes de la majorité, bien sûr, l'ensemble des députés, et puis ceux qui, au-delà des deux groupes de la majorité, ont fait le choix de faire confiance. Je ne prends en aucune façon cette confiance pour un blanc-seing, mais je remercie l'ensemble des députés qui l'ont voté, et je respecte évidemment ceux qui ne l'ont pas fait. Merci. Merci, Monsieur le Premier ministre. Prochaine séance demain à 15h pour les questions au gouvernement. La séance est levée. 370 votes pour la confiance d'Édouard Philippe, 67 votes contre. Comment interprétez-vous ces chiffres, Ludovic Faux? Bien, ce qui est clair, c'est que Édouard Philippe fait plus que le plein des voix qu'il pouvait espérer a priori, puisque si on fait l'addition députés de La République En Marche, 314 précisément avec les apparentés, plus les députés Modem, on arrive à un total de 361 députés. Là, tout le monde a voté. 370, ça veut dire qu'un certain nombre de constructifs, un ou deux socialistes sont venus s'ajouter finalement peut-être des non-inscrits, à cette majorité. Oui. En revanche, ce qui est peut-être encore plus intéressant, c'est de voir que l'opposition, elle, ne fait absolument pas le plein, parce que si on fait le total des députés de l'opposition, en sortant les constructifs, parce que du coup on ne sait plus trop bien où les situer, ça fait 172 députés potentiellement dans l'opposition. Il y a eu seulement 67 voix contre. Ça veut dire que, y compris au sein des Républicains, il y a une centaine de députés les Républicains, ça veut dire que l'opposition est loin d'avoir fait le plein, et qu'il y a de ce point de vue-là une certaine prudence, y compris des opposants vis-à-vis d'Emmanuel Macron et d'Édouard Philippe en ce début de quinquennat. Ça veut dire que même parmi les républicains canal historiques, comme par exemple Damien Abad, certains se sont abstenus. Oui. Donc c'est quand même pour Christian Jacob une sorte de désaveu, Fernand Tavares. Oui, mais il le savait. Et de toute façon, Christian Jacob ne pouvait pas imposer à son groupe une discipline de vote. Ça, c'est clair et net, il a bien senti. Mais il ne le souhaitait pas.
ils ne le souhaitaient pas et la plupart des députés voulaient simplement prendre leurs propres décisions. Le Premier ministre voulait la confiance d'une large majorité. Il peut être très satisfait ce soir. Demain sera un autre jour. Les premières questions au gouvernement vont démarrer à 15h avec des flèches qui vont être tirées. Mais enfin, il a un matelas de sécurité très solide. Très sérieux. Anita, oui, on comptera les voix au moment du vote sur la loi d'habilitation sur les ordonnances. Ce sera autre C'est-à-dire chose. la semaine prochaine, oui. Voilà, vous avez suivi avec nous cette première déclaration de politique générale d'Édouard Philippe, le Premier ministre qui, je vous le rappelle, a obtenu la confiance de l'Assemblée nationale avec 370 voix pour, 67 contre. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous sur ce plateau pour vivre cette longue séance ensemble. Ludovic Faux, éditorialiste à LCP, merci à vous. Anita Osser qui nous a rejoint, éditorialiste politique à Atlantico, et Fernand Tavares, éditorialiste à LCP. Merci à vous d'avoir suivi cet événement exceptionnel sur LCP. N'oubliez pas, ce soir à 21h, le début des travaux de la Commission des Affaires sociales avec l'audition de la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, sur le projet de loi des ordonnances, à suivre sur notre canal 100% et sur lcp.fr, bien entendu. Merci à toutes les équipes d'LCP mobilisées toute la journée pour vous faire vivre cet événement. Très bonne suite des programmes sur LCP et à bientôt.